des questions fondamentales, c'est en quoi Philoctète est-il ou non un héros? Vous connaissez sûrement ce propos de Brecht qui, dans la vie de Galilée, fait déclarer par l'un de ses personnages « Malheur au pays qui n'a pas de héros ». Et puis, Galilée lui-même répond « Non, malheur au pays qui a besoin de héros ». Et en effet, la notion même de héros est problématique, et d'ailleurs ça a été l'un des axes de notre réflexion avec Christian Scaretti sur Coriolan. Quel rapport entre le héros et la cité, le héros et la communauté? Or, Philoctète, eh bien, on peut considérer que c'est justement un héros paradoxal, puisqu'il est banni, et on peut se demander ce qui le constitue comme héros. Alors d'abord, on peut remarquer que, à propos de cette pièce, Hegel lui-même disait que ça ne l'intéressait pas. Philoctète ne l'intéresse pas. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, par rapport à Antigone, par rapport à Oedipe Roi, il n'y a pas ce qui fonde les autres tragédies. Il n'y a pas, semble-t-il, de grande histoire en marche. Il n'y a pas de grande forme de l'héroïsme, que ce soit l'héroïsme du refus, celui d'Antigone, qui dit non au nom de lois supérieures qui sont les lois des dieux, à une autre forme de loi qui serait la raison d'État incarnée par Créon. Ce type de conflit apparemment archétypal, eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas lieu dans Philoctète. N'a pas lieu non plus une forme de révélation qui est celle d'Oedipe, cette enquête qu'un personnage mène sur lui-même, au point de se rendre compte que le coupable, c'est toujours moi, c'est toujours le jeu, et que la tragédie est justement cette prise de conscience progressive. Eh bien, ces deux pièces, Oedipe Roi et Antigone, sont parmi les plus représentées de Sophocle. Par rapport à cela, une étude du corpus menée par Jean Bollack montre que Philoctète est monté et mis en scène 1% des fois. C'est-à-dire 100 fois moins que Oedipe Roi et Antigone. C'est déjà quelque chose qui peut nous interroger. Pourquoi cette pièce est-elle si peu représentée? Pourquoi Hegel dit-il que ça ne l'intéresse pas? Eh bien, peut-être parce qu'apparemment, il n'y a ni histoire, ni héros dans Philoctète. Soyons plus précis que cela. Peut-être que c'est un certain état de l'histoire, un certain état du héros que nous présente cette pièce. Et peut-être est-ce la raison d'ailleurs pour laquelle Philoctète, s'il a été peu représenté à la scène, constitue une figure qui a inquiété au cours des temps un certain nombre de penseurs. Par exemple, Nietzsche, par exemple, Gide, par exemple, Heiner Müller. Il y a différentes formes de Philoctète et cette figure a questionné. Alors, Philoctète, héros ou pas, on va se poser la question. En tout cas, Philoctète est très certainement la dernière pièce de Sophocle. C'est un chant d'adieu. Sophocle a alors 80 ans, vous imaginez, écrire cette pièce qui est un trait de génie à 80 ans, et c'est une pièce qui dit adieu à la vie d'une certaine manière. C'est une pièce de l'au revoir. Et en effet, à la fin de la pièce, Philoctète lui-même dit adieu à son île. Vous le verrez. Il va saluer et dire adieu au théâtre. C'est en quelque sorte accepter de sortir de scène, de sortir de la scène de la vie. C'est un peu le même geste que faisait Molière dans Le Malade imaginaire, lorsqu'il représente cet homme qui meurt d'une maladie imaginaire et que lui-même est en réalité en train de mourir. Et comme vous le savez, va quasiment mourir sur scène, plutôt va aller mourir en coulisses après une canne de toux sur scène. C'est également une autre figure de la fin qui est celle de Tchekhov, la cerisée de Tchekhov. Tchekhov écrit la cerisée malade, il met beaucoup de temps à l'écrire, le metteur en scène lui réclame la pièce et Tchekhov va mourir peu après. Et que se passe-t-il dans la cerisée? Eh bien, dans la cerisée, on brade, on vend la maison, on coupe les arbres, on dit adieu. Ce temps-là est fini, c'est un autre âge qui commence, un âge que Tchekhov ne connaîtra pas. Et si vous prenez une autre dernière pièce, par exemple, La Tempête de Shakespeare, bien, La Tempête, c'est l'histoire d'un mage qui vit reclus sur son île, qui cherche une vengeance, et qui, à travers la magie, va obtenir gain de cause avant, à son tour, de disparaître. Donc des pièces d'adieu, et à cet égard, Philoctète est clairement une pièce d'adieu, non seulement pour Sophocle, mais c'est également l'adieu à un certain âge qu'on pourrait appeler un premier âge héroïque. Et c'est ce qu'on va ensemble essayer de déflécher et de réfléchir. Alors, autre question. Y a-t-il un héros dans Philoctète? Je le disais. Une pièce de l'adieu, quel adieu? Et troisième question, s'agit-il vraiment d'une tragédie? Et de quel type de tragédie? Peut-être en voyant le spectacle, peut-on se poser la question? D'abord parce qu'on y rit beaucoup, vous verrez. Ce personnage a quelque chose de ridicule par son entêtement, quelque chose de forcené qui provoque le rire, que Terzieff porte à merveille. Et peut-on rire dans une tragédie? On rit assez rarement chez Racine. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu les Britannicus ou on sait ce qu'il a fait. Ce n'est pas très fréquent, dans Phèdre non plus. Chez Corneille, c'est déjà plus tendancieux, il y a des tragicomédies. Mais là, on est dans une forme de tragédie qui non seulement fait rire, mais en plus
ce n'est pas d'effleurer les choses que de vous le dire, ne finira pas mal. Je ne vous dirai pas la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut préserver un peu de suspense, mais en tout cas, ça ne finira pas dans le sang. Et ça, on le sait. Tout spectateur grec, notamment qui est venu voir la pièce, le sait. Nous ne sommes pas grecs, mais nous aurons l'idée de le savoir. Alors maintenant, à partir de ces problèmes qui se posent, héros, tragédie, histoire, fin, eh bien nous allons maintenant tenter de réfléchir à cette pièce à travers les 3 époques qui sont marquées par la pièce même. Quelles sont ces 3 époques? Philoctète est une figure qui d'abord, comme dans beaucoup de personnages tragiques, pour beaucoup de personnages tragiques, est mentionnée, vous le savez, par Homère. Le premier temps auquel est fait référence, qui est le temps de l'histoire, c'est l'époque homérique, celui de la guerre de Troie, c'est-à-dire cet âge mythique constitue en gros, peut-être au XIIe siècle, il semblerait d'après les fouilles, qu'il y ait un certain état de la ville de Troie qui correspond à 1180, où il y aurait eu une guerre qui aurait fait s'affronter différents États. Enfin, il y a des recherches et des incertitudes, on n'est pas du tout certain. Mais en tout cas, c'est un âge mythique, et évidemment que pour Homère, c'est un âge, qui est déjà à quelques siècles de lui. Donc c'est un âge qui est évidemment métamorphosé, mais cet âge-là, c'est l'âge des grands héros mythiques. C'est l'âge d'Achille, l'âge d'Ulysse. C'est ce type de héros-là. Ce qui fait que quand Sophocle écrit, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, 408 à peu près pour être précis, eh bien, on est dans une autre guerre. Et une guerre fait écho à l'autre. Quelle est cette guerre? Vous le savez? C'est la guerre du Péloponnèse. Cette guerre du Péloponnèse, sans faire spécialement une analyse poussée, eh bien c'est cette guerre qui va éclater entre Athènes et les autres cités grecques et qui, au bout d'une vingtaine d'années, va aboutir au déclin irrémédiable d'Athènes. C'est la guerre de la décadence. Guerre de la décadence et décadence de la guerre, ce qui est l'un des sujets de Philoctète. Ça veut dire que Athènes, qui a rayonné auparavant, ce 5e siècle a été le siècle de Socrate, de Périclès, des Trois Tragiques, donc un siècle d'or, on parle d'ailleurs du siècle de Périclès. Ce siècle d'or va finir, lamentablement pour Athènes, va finir par la peste, que nous raconte Thucydide, où meurt Périclès, et va finir par la défaite d'Athènes. Et après, ça en sera fini cette hégémonie-là, ce sera fini du grand siècle, et on entrera dans une autre période qui aboutira à Alexandre. Une autre histoire. Et cette guerre même est une guerre qui dégénère, puisque c'est une guerre où on se permet des choses que les héros ne se seraient pas permises. On se permet d'espionner, on se permet d'utiliser des formes de traîtrise. Donc, la guerre qui est en déclin, qui n'est plus la guerre du face-à-face, la guerre du combat quasi chevaleresque, est elle-même déjà dans une métamorphose. Alors, ça c'est la pièce de Sophocle, qui elle-même partait de quelques lignes de l'Iliade et de l'Odyssée pour évoquer la figure de Philoctète. Oui. Et la pièce que vous allez voir ce soir n'est pas celle de Sophocle exactement, vous le savez. C'est la pièce de Jean-Pierre Siméon, qui lui a écrit cette pièce il y a 2 ans. C'est une variation à partir de Sophocle. Et ce qui fait que vous avez en fait 3 époques successives, comme un millefeuille, qui dialoguent les unes avec les autres. Et quelle est cette époque qui est la nôtre? Eh bien, c'est clairement indiqué, et d'ailleurs certaines mises en scène de Philoctète l'ont porté à la scène. C'est l'époque d'après Auschwitz. C'est l'époque d'après la Deuxième Guerre mondiale. De cette guerre totale, cette guerre d'extermination, cette guerre du génocide. Et d'ailleurs, il n'est pas un hasard que assez souvent, on ait représenté Philoctète, quelquefois où il a été montré, dans un uniforme de déporté. Une facilité que nous avons refusée, mais il y a cette espèce d'arrière-pensée qu'un homme qui est relégué et auquel on demande de pardonner, alors qu'il a subi toutes les atrocités et qui va avoir du mal à pardonner. Donc, 3 périodes qui dialoguent, et à travers ces 3 périodes, nous avons différentes strates de l'histoire, différentes strates de l'héroïsme, différents moments. C'est pour ça qu'il me semble intéressant, comme point d'entrée, de réfléchir d'abord à la notion de héros et à ces différents âges de l'héroïsme. Ce qui après nous permettra d'aborder Philoctète en connaissance de cause et en essayant de comprendre la singularité et le problème posé par cette pièce et en quoi ce héros est peut-être un héros actuel, finalement une forme de héros de l'absurde dont nous sommes peut-être encore les tributaires. Alors, premier temps de cette rétrospective,
Eh bien, une certaine histoire de l'héroïsme. Commençons par le commencement, c'est-à-dire par les temps illustres, le temps d'Homère. Ce temps-là, c'est le temps du héros en majesté, c'est le temps du héros aristocratique. Alors, héros aristocratique, ça va? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Bon, très bien. Si ça ne va pas, vous faites un grand mouvement et si ça s'emballe, n'hésitez pas à m'arrêter. Héros aristocratique, vous savez, le héros à l'origine est une figure tout à fait particulière. Quelle figure? Qu'est-ce qui fait un héros? C'est le moment d'interactivité. Le courage. Alors c'est effectivement un ensemble de qualités. Le courage, absolument. Mais au tout début, qu'est-ce qui définit un héros? Alors, ses exploits. Donc on a déjà plusieurs choses. C'est très bien, ça va vite. On a effectivement déjà le courage, autrement dit des qualités. On a sa naissance. Et vous venez de dire les exploits. C'est très bien, on a déjà 3 paramètres fondamentaux. Mais il y en a un qui est le paramètre premier, qui est d'ailleurs lié à la naissance. Mais c'est peut-être le seul à faire. C'est le seul. L'époque, c'est le seul. Alors il a une mission, parfait, ça fuse. Une mission, effectivement, il y a une époque donnée, et donc il est en rapport avec quoi? Avec les dieux. À l'origine, un héros, c'est un demi-dieu. La première notion du héros, c'est le demi-dieu. C'est celui qui est moitié homme, moitié dieu. Il est fils d'un dieu et fils d'une déesse. Et tout de suite, on pense à qui? Héraclès, bien sûr, Hercule pour les Romains, ou bien Achille, le héros des héros. Le héros vraiment suprême, celui qui définit même la guerre de Troie. Vous vous souvenez du début de l'Iliade? Chante, muse la colère d'Achille. C'est quand même le premier nom propre, d'accord? C'est lui, le grand héros. Bien. Eh bien, Achille a cette particularité d'avoir une part divine, et cette part divine, c'est son caractère infaillible. Il est absolument au-dessus des autres. Donc, il y a dans cette idée du héros une sortie de l'humanité, un dépassement de l'humanité, par tout un ensemble de qualités. Sa force, son courage. Donc, il est hors de cette communauté. Et en même temps, c'est un homme. Et donc, en tant qu'homme, il a une faille. Et tout héros, dès Homère, possède une faille. Évidemment, chez Achille, cette faille est connue. C'est son fameux talon, évidemment. Et vous savez pourquoi? Ah, voilà, il est plongé, c'est ça, on fait le geste de saler la soupe, et c'est ça. Donc on le plonge dans les eaux des enfers, et ce qui fait qu'il y a un point qui est un point faible. Et tout héros a un point faible. Achille a le sien, et comme par hasard, c'est ce point-là qui sera touché lorsqu'il se battra, puisque un dieu guidera la flèche qui tuera Achille. De même, un autre héros, qui est le deuxième héros, dont on fait d'ailleurs mention dans Philoctète, et vous verrez, c'est un moment que j'adore dans la pièce, un personnage va dire, enfin Philoctète, on va en parler, va dire, mais Philoctète, Ajax est mort aussi. Et le fait de dire Ajax est mort aussi, Ajax qui est le deuxième héros, ça veut bien dire que ce temps des héros est terminé. Le temps des grands héros des Achille et Ajax est derrière. Ajax aussi, c'est le héros que tout le monde admire. Et pourtant, Ajax a une faille. Il a une faille physique, c'est un point ici, un point faible, qui est le point du sternum, et en même temps, il a une faille morale, c'est-à-dire qu'il a cette espèce d'arrogance, de démesure, qui fait qu'il va vouloir s'attribuer la part du butin, la part d'Achille. Donc, Ajax, et c'est le sujet de la tragédie du même nom de Sophocle, va se suicider, comment? En prenant une épée, en se transperçant en son seul point faible. Donc, le héros, c'est ce mélange de Dieu et d'homme, d'infaillibilité et de faille portée à l'extrême, ce qui rend évidemment des douleurs démesurées. Vous entendez les plaintes d'Ajax, vous entendez les plaintes d'Héraclès, lorsque dans les Trachiniennes, il est par exemple en train de brûler les Trachiniennes de Sophocle également. Donc il brûle, et il brûle d'un feu qui est supérieur à celui des autres. Donc, ce caractère ambivalent du héros, on va le retrouver pour les autres caractères, pour des autres traits, qui sont des traits que vous avez mentionnés à très juste titre. D'abord, le héros, on peut considérer que c'est un héros par naissance. Effectivement, il descend d'une famille illustre, il a quelque chose qui le rend presque princier ou royal, ce qui fait que non seulement le héros peut appartenir à une certaine famille, mais il appartient à une certaine classe. Et cette classe-là, c'est précisément
souvent la classe aristocratique. C'est-à-dire cette classe, comme vous le savez, qui est celle des meilleurs. Parce que c'est bien ce que veut dire Aristote, c'est le meilleur. Ceux qui se distinguent des autres, qui sont dans une forme de dépassement. Et ce dépassement, il est à la naissance, d'une part, mais il est aussi et surtout lié aux exploits, c'est-à-dire aux actions que le héros va devoir faire pour confirmer sa naissance illustre. C'est-à-dire que si vous êtes Achille, que vous êtes né d'une déesse et d'un homme, mais que vous vous contentez de passer votre vie à rien faire, ben vous n'êtes pas vraiment un héros, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que le héros, comme d'ailleurs Achille, va devoir prouver sa valeur. Et on donne le choix à Achille dès le début de sa vie, est-ce que tu vas avoir une vie longue et tranquille, auquel cas tu seras un paysan, et tu ne feras à peu près rien de ta vie, ou est-ce que tu vas avoir une vie brève et terrible, et c'est le même choix qui est proposé à Héraclès. Donc, on voit qu'on a la naissance et cette classe, et on a en effet des qualités et en effet des exploits. Ce qui veut dire que, à partir de ces exploits, le héros va rentrer dans l'histoire. Mieux que cela, il va faire l'histoire. Cette histoire peut-être mythique, les travaux d'Héraclès, très bien. Ou bien Ulysse ou Thésée tuant le Minotaure. Donc il va changer le cours des choses par son action. Mais non seulement il va faire l'histoire, mais après, c'est l'histoire qui va faire le héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudra quelqu'un pour raconter les exploits du héros. Il n'y a pas d'Achille sans Homère. Vous enlevez Homère, il n'y a plus d'Iliade, qui parlera d'Achille? Si vous enlevez Charles Péguy, si vous enlevez Deltaï, etc., qui parlera de Jeanne d'Arc? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après le héros, vient le poète, qui va chanter le héros, et qui va faire du héros, qui va lui donner son statut et son aura, c'est-à-dire sa forme littéraire. Et c'est là qu'on voit que héros veut dire non seulement personnage exceptionnel, mais également personnage tout court, personnage de fiction. Et peut-être que tout héros a une part de fiction, une construction fictionnelle. Il est vrai que certains héros, on peut penser à la figure de De Gaulle par exemple, historiquement, s'imposent dans l'histoire par leurs faits. Mais si De Gaulle n'est pas célébré par Malraux ou par quelques autres, s'il n'est pas chanté, si on ne célèbre pas, que reste-t-il finalement des actes? Donc, il y a une part d'immortalité du héros qui n'est pas seulement due à ses actions, mais qui est bien due au récit qui est fait du héros. Donc ça, c'est le premier temps, et d'où le côté épique, c'est-à-dire on va chanter ces exploits du héros, et c'est ce héros d'une qualité exceptionnelle. On a parlé d'Achille, après il y a différentes formes d'héroïsme, et évidemment ça va nous intéresser particulièrement pour Philoctète. Ça n'est pas un hasard si je parle d'Achille, puisque c'est constamment la référence de l'héroïsme dans Philoctète, et on ne cesse de dire Achille, le grand héros qui n'est plus, qui est mort. Mais ce premier temps, qui est le temps aristocratique, qui est exactement le temps de la guerre de Troie, va déjà être matiné, ou plutôt mis en tension, avec une autre forme d'héroïsme. Et cette autre forme d'héroïsme, c'est une autre figure, qui est la figure du saint. À partir du moment où l'Empire romain devient chrétien, la référence n'est plus l'homme de la guerre, n'est plus celui qui, par ses actes guerriers, puisque c'est bien à cela que sert d'abord l'aristocrate, à faire la guerre et à s'imposer. Eh bien, au contraire, le saint va apparaître comme la figure de la paix, qui est capable de se sacrifier, de montrer par ses vertus particulières, sa charité, son dévouement, une forme d'humanité extrême. Et on va avoir une forme de tension, qui d'ailleurs, par exemple, Saint Augustin, ou un certain nombre de pères de l'Église se demandent comment passer à une autre forme de référence. Si le Christ est la figure de la paix, eh bien, même si le Christ dit « je suis venu pour apporter la guerre », mais s'il il apparaît pour donner la paix dans le monde, dans ce cas-là, les saints eux-mêmes sont ces figures de la paix. Donc, autrement dit, comment se distinguer? Est-ce qu'on se distingue parce qu'on est supérieur aux autres, qu'on peut écraser l'ennemi et qu'on est capable de sauver une communauté, puisque c'est le dernier terme qui est fondamental, c'est que le héros est en rapport à une communauté, à la fois il la dépasse, mais il peut également la représenter, il peut agir en se sacrifiant pour la sauver, ou au contraire la contredire. Bon. Mais le saint, lui, au long de cette communauté, va accomplir un certain nombre d'actes, tout au long de sa vie, ce qui le distingue du héros, et va tenter de sauver les siens. Donc on a ici deux modèles, et pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant? Parce que le troisième modèle qui intervient, toujours dans ce premier âge, c'est le modèle du héros saint, c'est-à-dire du preux. Par exemple, Roland. Roland qui, à la fois a des vertus chrétiennes, en même temps est un guerrier.
c'est le modèle du croisé, c'est-à-dire celui qui est à la fois un guerrier, mais un guerrier saint, et qui va agir en portant une certaine guerre pour provoquer une paix universelle. Vous me suivez? Ça va. Donc, ça veut dire que je vois des yeux sceptiques. Donc, on peut critiquer cette figure, mais en tout cas, elle s'est voulue comme une figure de synthèse entre l'homme de la paix, le saint, et puis l'homme de la guerre, la figure du héros. Et donc, c'est un héros notamment du sacrifice. Si vous voyez par exemple Roland se sacrifie pour sauver son armée. Mais déjà avec Roland, on aboutit à une deuxième étape, qui est une étape particulièrement intéressante pour nous, puisqu'elle est elle aussi traversée de tensions. Et cette deuxième étape, c'est celle du héros national. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, il se passe que d'une communauté, on est passé à une autre. On est passé de la cité, par exemple, Athènes, ou de la civilisation, les Grecs contre les barbares, par exemple les Perses, bon, la thèse du même nom, à une autre forme de communauté qui s'est cristallisée, comme vous le savez, au fil des âges, qui est la nation. Cette nation repose sur un certain nombre de fondamentaux communs, éventuellement la langue, et encore, ça se discute, le sentiment d'appartenir à une histoire commune. Qu'est-ce que c'est que cette histoire commune? Le fait d'avoir livré des guerres en commun, et le fait d'avoir un ennemi commun. Évidemment, une nation se constitue en bonne partie contre des ennemis. La France contre l'Angleterre, par exemple. Le Portugal contre l'Espagne, par exemple. Portugal est la plus vieille nation d'Europe. Et tout le débat sur l'identité nationale aujourd'hui peut nous amener à réfléchir en se demandant si on n'est pas en train de trouver les bons ennemis pour fonder une bonne identité nationale. Là, je vois des sourires entendus, je crois que le propos porte. Donc, toujours est-il que cette idée de nation, elle va obliger le héros à se redéfinir. Qu'est-ce qu'un héros désormais? C'est celui qui est capable de mourir pour la patrie. Mourir, en tout cas combattre pour elle, pour la sauver. Et donc le premier type de héros, ce héros national, un des premiers exemples qui nous est donné en littérature, il est chez Corneille. À qui est-ce qu'on peut penser? Quel est l'espagnol qui arrête les morts? Le Cid, évidemment. Le Cid, c'est en quelque sorte cette forme de héros aristocratique qui, désormais, s'identifie à la nation et qui donc est une forme de synthèse et qui va réussir à arrêter un autre peuple, un ennemi. Et donc ça, c'est cette figure du héros national qui va se cristalliser, qui existait déjà avec Jeanne d'Arc, juste auparavant. Voilà, l'héroïne nationale. Oui, et c'est là que ça devient très intéressant pour nous, et c'est là que ça sème un germe qu'on va retrouver pour Philoctète. Au même moment, il y a toute une critique de cette figure du héros, notamment chez Racine, avec ce qu'on appelle la démolition du héros. C'est-à-dire que si vous prenez le héros chez Corneille, qui était encore une figure majestueuse, d'accord, une figure qui a la gloire pour souci, et que vous comparez avec un personnage de Racine, vous constatez qu'il y a une ruine de ses valeurs, et que désormais, le héros est déjà problématique. Et il est problématique notamment parce qu'il y a une autre figure qui s'impose, qui est la figure du souverain. Et que donc, qui peut être au-dessus du souverain? Et c'est ce qui se joue à ce moment-là. Et donc, en même temps que cette démolition, survient la notion même de héros est travaillée. Mais le désir, la pulsion héroïque se maintient. Elle se maintient et elle va être exaltée à un moment de notre histoire nationale fondamentale, qui est évidemment la Révolution française. Et donc, survient là un autre avatar du héros, c'est-à-dire que, quel est le héros pendant la Révolution? Ah oui, le peuple. Et oui, très intéressant ça. Qu'est-ce que c'est que ce héros qui n'a plus de nom et qui est un héros collectif? Que veut dire ce moment où ce n'est plus un personnage qui va faire l'histoire, mais les peuples qui vont faire l'histoire? Donc, nouvel état du héros, une collectivité elle-même, c'est la nation elle-même, la nation en armes, les soldats de l'an 2, les enfants de Valmy, c'est eux-mêmes qui deviennent collectivement les héros. Et oui, mais en même temps que le peuple est un héros, il lui faut quand même des figures qui émergent. Et là, c'est ce que Hegel appelle les grands hommes. C'est-à-dire que vous avez une collectivité, le peuple, mais vous avez quand même, pour les guider, certaines grandes individualités qui les dépassent et qui s'appellent Robespierre ou Napoléon. Et Hegel dit « J'ai vu passer l'esprit à cheval », alors qu'il est en train d'écrire un ouvrage de philosophie, et il voit passer Napoléon à cheval, à Iéna, et il dit « J'ai vu passer l'esprit à cheval ». Et c'est l'esprit guidant le peuple. Donc, on est là aussi dans une forme de tension entre une collectivité, une individualité, le grand homme,
et le peuple. Et on voit là que donc, les choses se travaillent, et elles vont travailler ainsi jusqu'au moment où on va arriver à une vraie mise en problème du héros. Et toujours dans cette époque nationale, survient encore, après la Révolution, un autre moment où la notion de héros va également être travaillée. C'est le moment romantique. Au moment romantique, vous avez le héros qui s'affirme comme génie, c'est-à-dire quelque chose qui relève de l'inspiration divine, déjà, qui tombe du ciel, c'est bien la notion même de génie. Le génie, c'est ce qu'il possède. Mais en même temps, ce héros s'avère impuissant à changer l'histoire. Si vous prenez par exemple le Lorenzaccio, si vous prenez même Ruy Blas accomplit une œuvre mais meurt. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le héros romantique est cette forme de héros qui n'arrive pas à maîtriser l'histoire, bien qu'il en ait conscience et qu'il veuille la changer. Et malgré son génie. Si bien qu'on arrive à la fin du XIXe siècle, à un moment où on est déjà dans cette nostalgie de l'âge chevaleresque. Et ça n'est pas un hasard que toute la fin, tout le début, disons, de la Troisième République, mais la fin du siècle, soit en train d'invoquer constamment des figures comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, tout le début de la Troisième République. C'est-à-dire qu'on cherche à se revivifier dans un héroïsme antérieur qui est celui des chevaliers, finalement. Cette espèce d'héroïsme dont on déplore qu'il soit mort. Et ça n'est pas un hasard non plus que Cyrano de Bergerac, qui parle de ce héros qui a un panache, c'est d'ailleurs le dernier mot de la pièce, magnifique, soit écrit en 1897, au moment où on a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose de l'héroïsme. Et en effet, l'héroïsme a vraiment changé de nature. Il change tellement de nature que, désormais, on peut considérer, là c'est l'époque qui va nous intéresser le plus, et il fallait traverser tout ça pour s'en rendre compte, eh bien, on arrive à une époque de dissolution du héros. Cette dissolution du héros, elle est provoquée par un événement fondateur qui est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale aboutit à une métamorphose complète du paradigme héroïque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'alors, le héros, c'était l'homme qui mourait debout. C'est celui qui prend les blessures de face. Vous savez que par exemple, chez Salluste, lorsque Salluste évoque la bataille entre Catilina, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, et la République romaine, il dit que tous les partisans de Catilina, qui était ce rebelle qui a voulu imposer notre forme d'État, sont morts de face, et que Catilina avait reçu le maximum de blessures de face, et qu'il fallait aller chercher son corps au milieu des rangs ennemis. Le héros, c'est celui qui meurt debout et de face. Or, que faut-il faire pendant la Première Guerre mondiale ? Il faut survivre. Et donc il faut se coucher. Il faut se planquer. C'est-à-dire qu'on passe du héros debout au héros couché. Et donc, y a-t-il encore un héros ? Le but est simplement de survivre. Et on le comprend à moins, puisque c'est une boucherie et qu'on meurt pour 5 mètres ou 6 mètres de différence et qu'on vit enterré comme des rats pendant 4 ans. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale enterre dans ses tranchées la notion même de héros. Si vous regardez le film excellent, par exemple, de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, vous voyez comment on envoie mourir des bataillons entiers en disant « allez-y, fleur au suivi ». Et ils se font tirailler à la mitrailleuse. Absolument absurde. Donc, la figure du héros est complètement dévalorisée au point même qu'on aboutit à l'idée que le but, c'est d'être simplement un survivant. Et ce survivant va évidemment se moquer du héros chevaleresque et orgueilleux et qui est prêt à mourir pour un sacrifice. Mais quel sacrifice ? Si bien que du survivant, on va glisser même au anti-héros. Le anti-héros, il y en a un d'ailleurs fameux, qui est sous la plume de Céline, sur le voyage au bout de la nuit. Vous vous souvenez ? Le début du voyage au bout de la nuit, que se passe-t-il ? Le voyage au bout de la nuit, raconté par Céline, c'est écrit en 1933, et ça raconte comment de manière quasi autobiographique, comment Céline lui-même a vécu cette Première Guerre mondiale. Eh bien, le début, on a le personnage de Bardamu, qui est assis à un café à Paris, qui voit passer les troupes, et il dit « Ah, c'est merveilleux, je vais devenir soldat ». Et il s'engage. Et il s'engage. Un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, sa réaction est « Plus jamais. Je ne veux plus m'engager ». Et l'anti-héros, c'est celui qui refuse justement de s'engager, qui va avoir une seule hâte, une seule hantise, c'est de se planquer. Planquer à l'hôpital, planquer ailleurs, éviter surtout le feu de l'histoire, éviter cette absurdité. Je ne veux pas participer. Voilà ce que dit l'anti-héros. Alors que le héros disait, je veux être l'histoire, je veux faire l'histoire. L'histoire, c'est moi.
c'est moi qui accomplis tel acte héroïque, c'est moi qui enlève telle bataille, c'est moi qui nous partit le 500 et pas un prompt fort, etc. Et bien là, le anti-héros dit, sans moi. Moi, je préfère survivre. Donc, on a un renversement complet des valeurs de l'héroïsme, évidemment. Et ce renversement va se prolonger avec la Deuxième Guerre mondiale, ou plutôt déjà avec l'entre-deux-guerres. Pourquoi? Parce que les fascismes, que ce soit le nazisme ou la version italienne, vont exalter la figure du surhomme, avec une lecture complètement erronée de Nietzsche, c'est-à-dire en considérant que le surhomme, c'est celui qui écrase les autres, celui qui peut les détruire. Une lecture complètement falsifiée. Et avec cette idée de l'homme qui écrase et du surhomme, eh bien, va être encore plus dévalorisée la notion de héros. Parce qu'on va considérer que le héros est par essence destructeur et qu'il n'existe qu'en détruisant tous les autres autour de lui. Et finalement, contre cette figure mal comprise du surhomme, qui provoque des génocides, qui extermine, qui asservit les Slaves, eh bien, c'est la figure du résistant qui va se constituer. C'est-à-dire, là aussi, un paradoxe. Le résistant, c'est le héros de l'ombre. C'est ce héros qui n'est pas dans la lumière, dont le nom n'est pas clamé, qui utilise un pseudonyme. Jean Moulin s'appelle Rex. Et vous savez, la fameuse photo célèbre qu'on invoque toujours, qui est prise en fait juste un peu avant la guerre, mais qui déjà le nimbe d'un voile de mystère, avec le chapeau, l'écharpe contre un mur et l'ombre portée, eh bien, même si elle deviendra après tout à fait représentative, c'est quand même un homme de l'ombre qui est ici montré. Et après, il faudra chanter ce peuple de l'ombre. Et on va le chanter, et on ira jusqu'au paradoxe, c'est-à-dire qu'on évoquera, c'était déjà le cas pour la Première Guerre mondiale, le soldat inconnu. Donc on était passé du nom du héros Achille, si vous voulez, au soldat inconnu, c'est-à-dire à celui qui n'a pas de nom, à l'anonyme, qui en même temps est élevé au rang de héros. Donc vous voyez que là, on est dans des questions très problématiques. Et là, ça nous intéresse, d'autant plus que Siméon écrit la pièce que vous allez voir, il adapte Sophocle en ayant conscience de tout ce trajet du héros. Toute cette histoire-là, toute cette dégradation-là, il l'a en tête lorsqu'il écrit. Il écrit en fait un Sophocle après Camus, après Beckett. C'est une autre figure du héros qui vous est montrée. Et en effet, que reste-t-il après la Deuxième Guerre mondiale? Que reste-t-il du héros? Eh bien, il reste le survivant, le résistant, mais il reste surtout la victime. C'est-à-dire qu'on passe à un âge, comme l'a très bien montré Jean-Marie Apostolides, et également Tsvetan Todorov par exemple, comme ils l'ont montré tous les deux, on passe à un âge de l'héroïsme, à un âge de la victimisation. C'est-à-dire que, en quelque sorte, la référence, c'est d'avoir été victime, et d'avoir survécu à une épreuve. Si bien qu'en symétrique, la figure qui émerge, et qui va être la forme de héros des temps modernes, c'est la figure humanitaire. C'est-à-dire celui qui n'est plus dans une logique de destruction des autres, qui n'est plus l'homme de la guerre, qui n'est plus l'homme de l'exploit singulier, mais celui qui est dans le sacrifice, qui d'une certaine manière rejoint la ligne du saint, dont on parlait tout à l'heure, et qui est capable, pour les autres, d'être un médecin sans frontières, d'être un pompier qui, le 11 septembre, va aller se sacrifier pour sauver les hommes. Peut-être anonyme d'ailleurs. Vous voyez que tout ça intègre les étapes précédentes, et qui donc va être dans la logique de sauver, et non plus de conquérir ou d'écraser. Donc là aussi, on voit que ça travaille, et Philoctète à certains égards se pose en victime. On va voir que c'est précisément un héroïsme tout à fait matiné de cet ensemble-là. Et alors qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut considérer peut-être que, outre ces formes-là, il y a une tension. Et que cette tension joue non plus sur la question de l'exploit, d'une certaine manière, qui était la caractéristique fondamentale du héros, mais sur la question de la notoriété. Ce qui n'est pas un hasard, puisque nous sommes passés à un âge, d'un âge de l'être à un âge de l'avoir, d'un âge de l'avoir à un âge du paraître. Donc, ce que théorise Régis Debray. Ça veut dire que dans cet âge-là, ce qui compte, c'est ce qui apparaît. La fameuse société du spectacle qu'on a tous entendu parler. Et puisque c'est ce qui apparaît, ce qui compte, c'est moins ce qu'on fait, la réalité de l'exploit, que la notoriété qui est donnée. Et donc, quelle est la figure aujourd'hui? Quand vous demandez à quelqu'un, dans la rue, si vous demandez pour vous, quel est le héros, eh bien, très souvent, la réponse qui sort, c'est Zidane. Zidane. C'est-à-dire effectivement un footballeur, donc un sportif, qui est le lieu où la guerre est en quelque sorte sublimée, c'est-à-dire que vont s'affronter des équipes, mais s'il n'y aura pas de mort, on va porter un orgueil national,
on va avoir l'impression de se reconnaître dans ces figures-là, ils font une forme d'exploit puisqu'ils dépassent les autres, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'héroïsme? Non, pas vraiment. En tout cas, pour certains, oui. Donc, c'est tout le problème de l'identification, comment certaines communautés vont considérer que telle personne les représente et que telle personne est une figure du dépassement. Donc, on a d'un côté la star, et puis de l'autre, on a une autre figure, et c'est la figure du monsieur tout le monde, qui, par la notoriété, va devenir une star. Ce qu'on appelle les graines de star, enfin, toutes ces émissions, où on vous montre quelqu'un qui est l'homme de la rue. Cet homme de la rue, c'est l'homme moyen, c'est l'homme qui nous ressemble, mais en fait, on va considérer que c'est lui la référence parce qu'il vous ressemble, d'accord? Et donc lui va devenir une star. Mais il devient une star parce qu'il ressemble à tout le monde, parce que c'est un homme moyen. Donc vous voyez, on est plutôt dans la logique de l'exception, c'était la logique du héros. Celui qui par nature est une figure du dépassement, celui qui est déjà par ses exploits remarquable, mais au contraire, on va dans une logique de l'identification maximale. Donc là, on voit bien qu'on a traversé tout un ensemble d'étapes et qu'on a considérablement modifié cette notion même de héros. Il n'empêche qu'on a toujours besoin de héros. Et quand vous voyez comment, par exemple, on considère que, justement, les pompiers dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres figures comme Nelson Mandela ou Gandhi, peuvent être considérés comme des héros de la fête, on voit bien que c'est une pulsion qui demeure. Et lorsque j'ai organisé à Paris, lorsque nous faisions Philoctète, des débats sur le héros, parce qu'il y a eu un débat notamment avec Régis Debray et Laurent Terzieff, il y avait 500 personnes. Et je pense que c'était aussi parce que cette question du héros nous travaille tous. On se demande quels peuvent être les héros aujourd'hui dans une société démocratique, médiatique, où on a l'impression quand même d'une relative médiocrité et qu'on a besoin de valeurs qui nous dépassent. Donc cette question du héros nous travaille. Et c'est l'une des raisons fondamentales, l'une des questions fondamentales qu'avec Christian Scaretti, nous avons travaillé et nous avons remué à propos de Philoctète. Alors maintenant, vous allez voir que tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a dit sur le héros aristocratique, le anti-héros, le héros national, le grand homme, le génie, le survivant, la victime, eh bien, toutes ces notions-là, elles vont nous aider à poser le problème Philoctète d'une certaine manière. Alors maintenant parlons de Philoctète. On n'a pas arrêté d'en parler, mais maintenant on va aborder la question avec ces concepts. Philoctète. Rapidement, parce que comme ça on sera tous au même niveau d'information, Philoctète, c'est donc cet homme qui a une triple identité. D'abord, c'est un homme qui a été le compagnon d'Héraclès. Très important. Compagnon d'Héraclès, ça veut dire ami proche, et ça veut dire qu'il a été dans un tel rapport d'amitié avec Héraclès qu'à sa mort, Héraclès, le demi-dieu, lui a légué ses armes. Quelle arme? Eh bien, son arc, qui est un arc infaillible, dont les flèches sont fatales à tous les coups. Donc une sorte de super pouvoir. Mais Philoctète est non seulement, en quelque sorte, un héros par... Comment on pourrait dire ça? On pourrait dire que c'est un héros par transitivité. C'est un héros parce qu'on lui a donné quelque chose d'extérieur. Ça n'est pas un héros parce qu'il a, lui, accompli des actes. Mais il commet quand même un geste, qui est un geste qui va lui être fatal. Et ce geste, c'est que, de son pied, il désigne l'endroit où a été le bûcher d'Héraclès. Or, il était interdit de dire où était ce bûcher. Et donc, il a transgressé au sens premier du terme, il a fait un pas de trop, comme on va l'entendre dans le texte. Tu as fait un pas de trop, ça veut dire transgresser. Le résultat est qu'il a été puni par les dieux. Il a été puni en étant mordu par un serpent, et cette blessure est une blessure divine, et donc une blessure infernale. Et donc une blessure qui ne va jamais cesser, une blessure qui va toujours renaître. C'est-à-dire qu'il va en permanence souffrir, sa blessure va se rouvrir, et cette blessure de surcroît est puante. Philoctète est un héros qui pue. On n'a pas beaucoup dans la littérature des héros qui puent. C'est un héros qui pue, et qui est donc insupportable pour les autres. Et de surcroît, non seulement il souffre, il pue, et il se plaint. Il n'arrête pas de se plaindre. Il n'arrête pas de crier sa douleur en permanence. Il n'arrête pas d'insister sur le fait que ça lui fait mal. Si bien que Philoctète, qui est emmené par les autres Grecs à Troie, sur un bateau, devient intolérable. On ne peut plus le supporter. On n'en peut plus. On ne peut plus de ses cris, on ne peut plus de son odeur. C'est insoutenable. Et donc, Ulysse, qui conduit le bateau, s'arrête sur une île. Et cette île s'appelle Lemnos. Et à Lemnos, s'étant arrêté, Philoctète, comme c'est toujours le cas lorsque sa blessure se referme, s'endort. Et là, Ulysse et les autres Grecs l'abandonnent. Ils le laissent seul sur son île. Ils le trahissent. Philoctète se réveille, et comme le dit Terzieff, j'ai vu les bateaux courir sur l'horizon. C'est-à-dire qu'il reste là, abandonné, sur une île déserte.
sans rien du tout, avec simplement son arc qui va lui permettre de survivre en tuant des vautours. Et lorsqu'il n'aura plus son arc, il sera mangé par ces vautours. Donc, c'est un homme abandonné, un homme trahi, un homme relégué, qui est là sur cette île. Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait fini de Philoctète, et il serait comme Sisyphe ou comme Tantale, c'est-à-dire avec sa punition éternelle. Il se passe que pendant ce temps, la guerre de Troie se continue, elle se prolonge. Elle dure 10 ans, comme vous le savez, que l'Iliade raconte un mois de la dernière année. Et pendant cette guerre de Troie, un devin déclare que Troie ne tombera qu'à la condition expresse que Philoctète, avec son arc, vienne. Et alors là, la ville tombera. Sans Philoctète et sans son arc, sans l'arc d'Héraclès, Troie ne sera jamais conquise. Or, ça fait déjà 10 ans que les Grecs piétinent devant Troie. Et donc, Ulysse, celui-là même qui a abandonné Philoctète, dit très bien, je vais aller chercher Philoctète. Je vais aller sur son île et je vais lui prendre son arc et je vais le convaincre de venir à Troie, parce que sans lui, nous ne gagnerons jamais. Oui, et 2 sur 3, et ça c'est l'invention de Sophocle, Ulysse ne vient pas seul. Car s'il venait seul, il prendrait de front Philoctète qui lui dirait non, une fois pour toutes. Eh bien, Ulysse, qui est rusé, comme on le sait, c'est l'homme aux 1000 tours, c'est son nom grec d'ailleurs, Polytropone, l'homme aux 1000 ruses. Eh bien, Ulysse, cet homme-là, vient avec un autre. Et cet homme, quel est-il? C'est Néoptolème. Néoptolème, c'est le nom grec de Pyrrhus. Pyrrhus, ça nous évoque tout de suite davantage quelque chose. Ça nous évoque évidemment Andromaque et ça nous évoque la figure du geôlier d'Andromaque, celui qui fait pression sur elle pour qu'elle accepte de l'épouser. Mais avant de devenir Pyrrhus, Néoptolème est le fils d'Achille. Et donc, Philoctète est l'ami d'Héraclès. Néoptolème est un jeune homme. Et comme tous les jeunes hommes, il a besoin d'être initié. En tout cas, dans la logique grecque. Si bien que Ulysse vient avec Néoptolème à Lemnos et dit à Néoptolème, voilà, ton initiation pour devenir un homme, pour devenir un vrai guerrier, c'est que tu vas devoir prendre son arc à Philoctète. Alors, Néoptolème ne comprend pas, il s'attendait à devoir tuer un monstre, une hydre, gagner une bataille, enfin faire ce que tout héros normal doit faire pour devenir un héros. Eh bien non. Ce qu'il doit faire, c'est voler sa seule arme à un vieillard, déjà abandonné, blessé, seul sur son île depuis 10 ans. On a déjà vu plus glorieux. Et donc, il va y avoir un vrai dilemme moral pour Néoptolème. Ce dilemme moral, c'est, faut-il écouter la raison d'État, Ulysse qui dit, pour que Troie tombe, pour sauver les Grecs, il faut voler l'arc de Philoctète, ou bien faut-il écouter une certaine voie morale elle-même, c'est-à-dire, on ne doit pas mentir, on ne doit pas trahir, et encore moins à une personne démunie. Et c'est cela qui va constituer la tragédie, c'est-à-dire l'oscillation de Néoptolème entre ces deux pôles, entre ces deux morales, la raison d'État et, disons, une forme d'éthique absolue. C'est ça qui constitue le fondement de la tragédie de Sophocle. Ce balancement-là, et vous allez voir que Néoptolème va osciller constamment d'une position à une autre. Alors, ceci présente déjà un débat tragique intéressant avec ce fils-là qui porte la tragédie. Mais c'est encore plus intéressant que cela, et on va le voir à cause de la figure même de Philoctète. Qui est Philoctète? Philoctète, on l'a dit, c'est un reclus. C'est une victime, et il se présente comme tel. Oui, mais c'est une victime qui va transformer son injustice en destin. C'est-à-dire que la blessure qui lui a été faite, l'injustice qui a été commise envers lui, il va l'affirmer, la revendiquer et en faire son identité. Oui, je suis une victime, je suis celui qui a été trahi, et donc je veux rester celui qui a été trahi. Et donc je refuse tout ce que vous me proposez. Je refuse d'aller à Troie, je refuse tout. C'est-à-dire que c'est l'homme seul par excellence. Et c'est pour ça que mon hypothèse est que c'est un héros de la solitude. Et c'est justement en cela que Siméon a lu Camus et Beckett. Il y a beaucoup d'affinités avec Godot, si vous voulez, en attendant Godot. C'est-à-dire qu'il est là sur son île à faire les 100 pas, sur son île il n'y a rien par un pauvre pourri, et il est en train d'attendre. Avec Christian, on voulait même mettre des marques de pas sur le sol. On a montré que ça faisait 10 ans qu'il faisait le même cercle. Finalement, on ne l'a pas fait. Mais l'idée, c'était que, vraiment de montrer que cet homme est en train de croupir, et il croupit comme un clochard de Beckett. C'est fin de partie. Il croupit là, il reste sur place, et c'est un homme qui est dans cette espèce de déréliction absolue, de solitude absolue, et le paradoxe, c'est que de cela, il fait son héroïsme.
Voilà, c'est ce héros qui va considérer que cette condition-là, cette condition humaine, cette souffrance-là, c'est ce qui lui permet d'avoir une identité et même, d'une certaine manière, une forme de grandeur. Et d'ailleurs, il transforme même cette solitude, cette blessure, en une revendication et en un cri de révolte. Vous allez entendre que Philoctète est particulièrement impie. Ce n'est pas une tragédie de l'athéisme, c'est une tragédie de l'impiété. Ce n'est pas les dieux n'existent pas, c'est les dieux sont méchants, ils sont mauvais. Et on insulte les dieux, on les prend à partie. Donc, Philoctète est un homme révolté. Là aussi, on retrouve Camus. Il est d'autant plus qu'il est dans un cycle infernal, comme les Sisyphes, le fameux Sisyphe du mythe de Sisyphe de Camus. C'est-à-dire un homme dont en permanence la blessure revient. Autrement dit, sa blessure est une blessure qui va au-delà d'une blessure physique. C'est une blessure essentielle. On est un homme, donc on est blessé parce qu'on est un homme, parce qu'on est mortel, parce qu'on est soumis à la souffrance, parce qu'en permanence on est frappé par la mort autour de soi. Donc tout cela fait que la condition humaine est une condition terrible. D'où la révolte de ce personnage. Et d'où le fait que Siméon, qui relie le Philoctète de Sophocle et qui prend ces figures héroïques, est traversé par toutes ces figures de dégradation du héros dont je vous parlais. C'est en même temps la victime, c'est en même temps le survivant, c'est en même temps le rescapé. C'est finalement notre contemporain à cet égard, c'est-à-dire un Philoctète d'après la Shoah. Donc, on a ce héros de la solitude, ce héros révolté, et il se retrouve face à qui? Face à Néoptolème, je vous le disais. Et Néoptolème, c'est par essence le fils. Et c'est un fils qui se cherche un père, comme beaucoup de fils. Or, son père biologique, Achille, est mort. Achille, c'était le héros en majesté, je vous l'ai dit, on a commencé par ça. C'était le héros aristocratique, c'est le parangon de la guerre de Troie. Achille est mort une fois pour toutes, et à travers sa mort, c'est la mort de tous les héros mythiques. Donc, l'héroïsme frontal dont je vous parlais tout à l'heure, celui du combat chevaleresque, celui de l'exploit, est fini. Que reste-t-il comme forme d'héroïsme et comme forme de paternité possible? Ulysse, c'est celui qui ruse en permanence, c'est celui qui se faufile, c'est l'homme de biais, c'est l'homme qui ne frappe pas de face, c'est l'homme qui va, finalement c'est l'homme du non-héroïsme, celui qui accepte le mensonge, celui qui accepte de trahir, c'est bien pour ça qu'il survit. L'Odyssée, c'est le récit d'un homme qui survit en permanence, qui passe d'une épreuve à une autre, et qui va ruser, et qui va, par exemple, aveugler le cyclope, qui va tromper en permanence. Alors, on peut considérer que c'est un héros de la survie, oui, mais en même temps, on ne peut pas considérer qu'il est l'égal d'Achille à cet égard. Il emploie d'autres moyens. Bon. Donc, ça n'est pas très glorieux pour Néoptolème, qui est dans l'espèce de fantasme de son père, qu'il n'a pas connu. Il y a une citation très belle de Siméon, c'est « ce père que j'aimais sans l'avoir vu ». Sans jamais l'avoir vu. Donc, c'est l'espèce de fantasme du père absolu qui pèse sur Néoptolème. Mais Ulysse ne peut pas proposer un héroïsme ni une paternité de substitution, vraiment. Et alors, Philoctète, eh bien Philoctète, que propose Philoctète? Il propose ce que propose Alceste à Célimène dans le Misanthrope, c'est-à-dire de vivre seul au désert, avec lui, en détestant le genre humain dans son entier. Et vous entendrez, Philoctète, qu'ils meurent tous, grecs, troyens, assiégés. Donc la haine de l'humanité, la misanthropie. Pas très sexy non plus, on pourrait dire, hein, pas très attirant. Cette forme de refus de toute l'humanité et cette forme d'aigreur, d'intransigeance qui en est quasiment comique. Donc, finalement, Néoptolème est ballotté entre ces trois figures et il ne cesse d'hésiter. Il fera un choix, vous verrez lequel pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, mais ce choix ne sera pas vraiment satisfaisant et ne lui apportera pas d'ailleurs d'apaisement, puisqu'il aura trahi, il aura menti, et c'en est fini de Néoptolème. Quel est l'héroïsme qui sera laissé à Pyrrhus? Néoptolème, Pyrrhus, c'est celui qui va jeter Astyanax du haut des remparts, donc un enfant. C'est celui qui va tuer Priam, le vieillard. C'est celui qui va se comporter comme un tyran vis-à-vis d'Andromaque. Donc, on ne peut pas vraiment dire que soit laissé à Néoptolème une vague d'exploits lumineux. D'ailleurs, on ne le connaît pas. On connaît Pyrrhus et plutôt en mal. Donc, effectivement, c'est la tragédie du fils que ce Philoctète. Alors voilà les choix qui nous ont guidés, et voilà un certain nombre de points de lecture qui nous ont questionnés pour ce Philoctète. Et je vais conclure avec la question de Terzieff. La question de Terzieff est la question du dispositif que vous allez voir. La manière dont ça s'est passé, c'est que Christian Scarretti avait mis en scène à l'Odéon Philoctète et Ajax, qui sont deux pièces où le personnage d'Ulysse apparaît. Il avait monté les deux pièces ensemble en 92. Et, comme il l'a dit lui-même, je n'étais pas satisfait du résultat, et donc j'ai voulu retravailler la pièce.
et j'ai demandé à Jean-Pierre Siméon d'écrire son philoctète. Ce que Siméon a fait, de la manière que je vous ai dit, c'est-à-dire en traversant tout un ensemble de couches et en ayant une lecture singulière. Et cette lecture, par exemple, n'est pas celle de deux autres prédécesseurs de Siméon. D'abord, André Gide. Gide écrit un philoctète, et ce philoctète-là, c'est une figure de l'héroïsme reconquis, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la fin du philoctète de Gide, Philoctète donne de lui-même son arc à Ulysse et à Néoptolème. Il se sacrifie donc, et il les regarde partir. Et il est au-dessus de l'île, tout en haut sur la montagne, dans un air froid qui rappelle l'air de Zarathustra, c'est-à-dire l'air du surhomme, et il est en train de les regarder s'éloigner dans une espèce de détachement absolu. C'est le sacrifice d'un héros. D'ailleurs, le texte de Gide s'appelle Traité des trois morales. Et finalement, Gide refait de Philoctète un héros, et ça n'est pas un hasard que ce soit au moment de Cyrano dont je vous ai parlé tout à l'heure, le moment où on cherche à remotiver l'héroïsme. Il y a une deuxième forme de Philoctète, qui est la forme de Heiner Müller. Heiner Müller, vous le connaissez, ce dramaturge est-allemand qui vit donc en Allemagne de l'Est et qui, au début, est adepte de la Révolution et en est progressivement déçu, et plus que déçu, il considère qu'il y a là un naufrage et une trahison, et qu'il ne cesse d'explorer les mythes, que ce soit Hamlet, Macbeth ou autres, et ces mythes, il les digère, il les mâche, et finalement, il les déconstruit. Eh bien, Heiner Müller, dans les années 70, cette fois, reprend Philoctète. Mais le Philoctète qu'il montrait ici, c'est un cri de haine. Tout est détruit dans ce Philoctète-là. Il n'y a plus aucune valeur. Non seulement l'héroïsme est mort, mais toutes les valeurs, l'amitié, l'éthique, tout sombre. Tout sombre dans cette espèce de gouffre, dans cette espèce de ruine, de mise en ruine. Si bien qu'à la fin du Philoctète de Heiner Müller, c'est Néoptolème lui-même qui poignarde dans le dos Philoctète. Même cela est détruit. Eh bien, ce que nous montre Siméon, c'est une autre forme de Philoctète. Ce n'est pas la ruine d'Heiner Müller, ce n'est pas l'humanisme de Gide, mais c'est une forme, je dirais, d'existentialisme, c'est-à-dire une condition humaine dont je vous parlais. Et c'est un choix particulier qu'il fait lorsqu'il retranscrit Sophocle à partir de versions différentes. Et il le fait notamment en éliminant tout un aspect qu'on pourrait appeler exotique ou folklorique, en mettant de côté tout un ensemble de références pour se concentrer sur cette question de la solitude. Et lorsqu'il écrit, lui vient une image, c'est une image de Giacometti, c'est l'homme qui chavire. Si vous regardez le livret qui a été fait par le DNP pour Philoctète, eh bien vous verrez qu'il y a cette représentation de Giacometti, c'est-à-dire cette figure, vous savez, les figures de Giacometti très fines, et cet homme, justement, qui est en même temps debout, mais qui est en train de tomber. Et en pensant à cette image, Jean-Pierre Siméon a tout de suite l'idée de Laurent Terzieff. Il se dit, c'est Terzieff. C'est Terzieff parce que Laurent Terzieff, c'est à la fois un mythe du théâtre, quelqu'un qui a travaillé avec tout le monde, Pasolini, Buñuel, Clouzot, tout le monde, Godard, qui est du cinéma et du théâtre, qui a une aventure extraordinaire, du Tête d'Or de Claudel avec Cuny, Barrault, et qui en même temps a vécu à l'écart, à la fois par refus et par choix, mais aussi par tension avec tout un système qui a donc construit son chemin seul, et qui d'ailleurs, même physiquement, vous le verrez, vous le reverrez, s'est émacié au point de devenir comme du parchemin. C'est un homme dont vous avez l'impression qu'il est pétri dans cette espèce de souffrance et d'intensité. Et c'est un cri déchirant et c'est un acteur immense. Et donc, Jean-Pierre Siméon a proposé à Laurent Terzieff de lire ce Philoctète. Et Laurent a accepté. Et après, Jean-Pierre Siméon a dit à Christian, est-ce que tu voudrais monter ce Philoctète? Et c'est ainsi que la rencontre s'est faite à travers un certain nombre de nécessités pour Christian Scarretti de reprendre Philoctète, pour Jean-Pierre d'écrire une pièce qui soit sa version du XXIe siècle de Philoctète, et Laurent Terzieff qui s'est retrouvé dans un rôle et dans une écriture. Et c'est ainsi que s'est disposé ce spectacle que vous allez voir. Et je conclurai avec une remarque sur le dispositif, c'est-à-dire que vous allez voir, de manière assez originale, que l'action s'arrête au rideau. Et vous verrez ce qui se passe avec ce rideau de fer, mais c'est comme si le public était la mer, d'où venaient les Grecs. C'est comme si le port de Seine était, qui est figuré simplement là, parce qu'on n'est pas à l'Odéon, donc on n'a pas de haute scène, mais c'est figuré par une sorte de limite, ça veut dire que vous arrivez sur le rivage, et la fameuse grotte où est abrité Philoctète, eh bien, elle est derrière ce rideau de fer. Et vous verrez ce qui se passera, et vous verrez comment on n'entre pas chez Philoctète, et vous verrez si la troupe du TNP qui vient chercher Terzieff arrive à l'emmener ailleurs que
devant ce rideau de fer et l'emmener dans une autre histoire et dans une autre image. Voilà notre philoctète. J'espère que ça vous aura ouvert un certain nombre de chemins, un certain nombre de questions, et bon spectacle. Merci.